Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ces 4 entreprises, elles ont publié de bons résultats. On n'est pas à l'abri d'une sorte d'embrasement un petit peu social aux États-Unis et ça, les marchés vont détester. Là, pour moi, les 20 000 points ne vont pas tenir. Le résultat des élections présidentielles aux États-Unis va aussi impacter le conflit au Moyen-Orient. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est à quelques heures du verdict des élections présidentielles aux États-Unis. C'est un élément qui va évidemment avoir des répercussions sur le marché. Mais avant ça, ce soir, comme d'habitude, on va faire un gros point, un gros débrief de tout ce qui s'est passé cette semaine, d'un point de vue macroéconomique, microéconomique, d'un point de vue technique et aussi vis-à-vis des actualités. Et bien évidemment, dans un second temps, on se tournera vers ce qui nous attend la semaine prochaine et les actifs qu'il faudra absolument surveiller au-delà des différents actualités comme d'habitude. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et bien évidemment à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Alors déjà d'un point de vue macroéconomique, on avait un certain nombre de résultats importants tout au long de la semaine. Le premier, le principal, c'était tout simplement le chiffre de la croissance sur le troisième trimestre aux États-Unis avec donc le PIB qui a été publié légèrement en dessous des estimations. Mais voilà, on a quand même une croissance aux États-Unis sur le troisième trimestre qui reste solide. 2,8%, ça reste très bien, il n'y a rien d'inquiétant. Malgré tout, il faut noter que ce résultat est un petit peu en dessous du consensus qui était prévu à 3%. Mais pour moi, il n'y a rien d'alarmant de ce point de vue-là. On avait aussi en début de semaine quelques résultats vis-à-vis de l'emploi, avec notamment le rapport Jolts, qui a été très décevant puisqu'on a pu observer un niveau très très bas de création d'emplois, de nouvelles offres d'emploi aux États-Unis. D'ailleurs, on en reparlera juste après de cette question de l'emploi. On avait aussi les résultats de la croissance en Europe ainsi que de l'inflation cette semaine. Ces deux résultats qui ont été en hausse au-dessus de ce qu'avaient prévu les estimations. Effectivement, on a eu un petit rebond de la croissance sur la zone euro qui a été accompagné aussi d'un rebond de l'inflation. Tout à fait logique, rien d'alarmant selon moi, mais rien non plus de très encourageant. Là, c'est typiquement un rebond de marché classique, mais voilà, il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas croire que la situation va s'améliorer. Je pense qu'on repousse tout simplement l'échéance, on repousse un petit peu la catastrophe. C'est le cas par exemple avec l'Allemagne où on devait avoir des résultats PIB, donc croissance en négatif et donc passer en phase de récession du côté allemand. On a évité la catastrophe, mais pour moi, on la repousse tout simplement à plus tard. Je pense qu'il ne faut clairement pas crier victoire trop vite de ce point de vue-là. Pareil du côté américain, d'ailleurs vis-à-vis des résultats de l'inflation, je ne les ai pas affichés ici, mais les PCE qui ont été légèrement au-dessus des attentes. Et puis, le résultat de fin de semaine qui concernait l'emploi, donc avec la publication du rapport NFP, qui a été particulièrement étonnant, notamment sur les créations d'emplois dans le secteur non agricole, donc qui sont tombées extrêmement bas à 12 000 sur l'ensemble du pays. Alors, les estimations avaient prévu déjà une baisse des créations d'emplois, mais alors là, c'est tombé extrêmement bas. Alors, bon, ce résultat, moi personnellement, il m'a interpellé un petit peu, je l'ai trouvé quand même assez surprenant. D'accord, c'est pas impossible qu'on ait un petit peu de manipulation derrière ces résultats pour arranger un petit peu ce que veut faire la Fed. D'ailleurs, ça va être très très important d'observer ce qui va se passer la semaine prochaine. Je me projette un petit peu dans le contenu de la vidéo, mais la semaine prochaine, on aura effectivement un nouveau FOMC. Alors d'ailleurs, petite subtilité, par rapport à d'habitude, ce FOMC ne sera pas un mercredi soir, vu qu'il y a les élections en début de semaine, ce sera jeudi soir. D'accord? Les marchés, évidemment, tablent sur une nouvelle baisse de taux. Mais attention, je pense quand même qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que dernièrement, on a eu quand même des résultats aux États-Unis qui ont été un petit peu contradictoires, qui ont été un petit peu inattendus et qui peuvent peut-être amener la Fed à ajuster un petit peu sa politique monétaire à court terme. D'ailleurs, je pense que c'est un petit peu, c'est quelque chose qui peut éventuellement expliquer un petit peu, en partie, le comportement des marchés tradis cette semaine. On le voit ici avec le S&P 500. Je suppose que les marchés ont peut-être anticipé, envisagé, supposé que la Fed ne pourrait finalement pas baisser ses taux la semaine prochaine. Alors après de longues réflexions, voilà, personnellement, moi je suis arrivé à la conclusion qu'il y aura bien une baisse de taux jeudi prochain, mais une baisse de seulement 0,25%.
Pourquoi? Parce que selon moi, la Fed a été un petit peu trop ambitieuse, a été un petit peu trop confiante au mois de septembre dernier avec une baisse directement de 50 points qui était pour moi peut-être un petit peu trop agressif. Et on voit que, voilà, là je pense que la Fed elle va devoir calmer un petit peu le jeu. Alors, je pense qu'on aura une baisse de taux de 0,25, mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas non plus si la Fed dit finalement on baisse pas du tout les taux. Alors, j'espère pas que ça sera le cas, parce que si elle ne baisse pas du tout les taux, je pense que ça pourrait entraîner un petit peu de panique sur les marchés. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est selon moi impossible. Ça, c'est clair, net et précis. D'accord? Donc ça, c'était plutôt sur la partie macro et je me suis un petit peu projeté comme je vous le disais. On avait aussi une très grosse semaine d'un point de vue microéconomique, avec 4 grosses entreprises du S&P 500 qui publiaient leurs résultats cette semaine: Amazon, Apple, Meta et Microsoft. Globalement, ce qu'il faut retenir sur ces 4 entreprises, je vous ai partagé le détail sur Twitter, je vous invite à aller voir sur notre compte Twitter si ça vous intéresse. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ces 4 entreprises, elles ont publié de bons résultats en termes de chiffre d'affaires, en termes de vente, en termes de croissance. Voilà, globalement, c'est bien. Alors, on a des petites subtilités, d'accord? Par exemple, Apple a été plutôt prudent sur ses prévisions de croissance, sur ses prévisions de chiffre d'affaires. Mais ce qu'il faut retenir pour moi de ces résultats, c'est que ces entreprises, elles sont en bonne santé, elles se portent bien, malgré les doutes qu'on a pu avancer sur la santé économique de ces boîtes-là. Pour moi, il n'y a absolument rien de particulier à signaler. Microsoft aussi a été un petit peu plus prudent sur ses prévisions de chiffre d'affaires. On a d'ailleurs vu le cours de l'action dévisser un petit peu le lendemain de ces résultats. Hein, vous le voyez ici sur la charte. Mais pour moi, il n'y a absolument rien d'alarmant. Okay, sur du moyen long terme, il n'y a rien d'alarmant vis-à-vis des résultats qui ont été publiés sur ces boîtes-là cette semaine. Ça, c'est clair. Mais on sent quand même que les marchés sont un peu susceptibles, si je puis dire. On l'a vu notamment avec le comportement du VIX cette semaine. Vous savez, le VIX, c'est un indicateur de stress et de volatilité. Bah, il s'est quand même bien emballé. Alors, il n'est pas reparti sur des niveaux comme on avait pu avoir cet été, avec le changement de politique monétaire de la Banque centrale japonaise. On en est loin. D'ailleurs, petit aparté, la Banque centrale japonaise cette semaine qui a maintenu ses taux à 0,25%. C'était aussi un élément important aussi d'un point de vue macroéconomique qui était à surveiller. Voilà, il n'y a pas eu de surprise de ce point de vue-là. Mais le VIX, voilà, qui a quand même repris un petit peu d'élan. Donc, ce qui démontre quand même un niveau de stress un petit peu plus important ces derniers jours sur les marchés et qui s'explique bien évidemment par la question des élections présidentielles aux États-Unis, dont on va parler tout de suite, puisque l'écart entre les deux candidats s'est resserré de manière significative ces dernières heures et ces derniers jours. On avait jusqu'à maintenant une avance quand même de Trump assez importante, qui était montée à plus de 60% dans les sondages, tandis que Kamala Harris était passée sous les 45%. Là, je parle bien des sondages, je ne parle pas de ce qu'il y en avait sur Polymarket, c'est encore autre chose. Et là, ça s'est totalement, enfin l'écart s'est resserré et Harris est même repassé devant. Bon, après évidemment, encore une fois, il faut prendre des pincettes vis-à-vis de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un élément central pour les marchés cette semaine, mais aussi pour les semaines et les mois à venir. Il y a plusieurs scénarios possibles. Déjà, nous, pour le marché crypto, évidemment, ça serait plutôt intéressant d'avoir une victoire de Trump. On en a déjà parlé, mais selon moi, une victoire de Kamala Harris pourrait marquer un petit coup d'arrêt sur le marché crypto. Après, globalement, il y a quand même un certain nombre d'éléments à surveiller. Et surtout, un scénario qui est pour moi à éviter, qu'il faudrait éviter, mais on n'a aucune mainmise là-dessus, c'est si Harris gagne de peu. Parce que qu'est-ce qui va se passer si Harris gagne de peu? Donald Trump va contester les élections, un petit peu comme il avait pu faire lors des précédentes élections. On n'est pas à l'abri d'une sorte d'embrasement un petit peu social aux États-Unis, et ça, les marchés vont détester, parce que ça va amener de l'incertitude. D'ailleurs, là aussi, si les élections sont serrées, le décomptage des votes dans les swing states, donc en gros dans les États décisifs, va prendre du temps et va peut-être s'étaler sur plusieurs jours. Ce qui pourrait là aussi amener pas mal d'incertitudes sur les marchés, ce qui ne leur plairait absolument pas. Donc, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait en introduction du live tout à l'heure, je pense qu'il faut plutôt être dans une logique d'observation sur le début de semaine sur les marchés. D'accord? Oui, cette phase va probablement nous amener des opportunités. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus se précipiter. Il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup. Éventuellement, voilà, en fonction des résultats qu'on aura, on pourra observer des retracements, des retours de certains actifs sur des niveaux de rechargement, qui seront du coup des opportunités de se repositionner. Mais il ne faut pas y aller trop vite non plus.
D'accord? Et moi, personnellement, sur ce début de semaine, je vais essayer d'être plutôt en phase d'observation, plutôt en phase de recul vis-à-vis des marchés, alléger un petit peu mon exposition, voir un petit peu comment tout ça se déroule, et s'il y a des choses que je trouve intéressantes, bah alors là, ok, il n'y a pas de souci, on pourra repartir, on pourra se repositionner sur certains éléments, ça, il n'y a aucun problème. Mais attention, encore une fois, à ne pas y aller trop vite, ça pourrait avoir des conséquences négatives sur tout simplement votre rentabilité, surtout qu'on est en début de mois, ça serait un peu bête de directement partir en drawdown alors qu'on vient tout juste de commencer le mois. Ok? Donc ça, évidemment, ce sera l'élément, j'ai envie de vous dire, principal de la semaine. Au-delà de ça, d'un point de vue microéconomique, on aura encore une fois pas mal de publications de résultats tout au long de la semaine. Alors, un petit peu moins quand même que la semaine qui vient de s'écouler, mais il y aura des petites choses assez intéressantes. On n'aura pas Palantir, par exemple. On aura Berkshire Hathaway dès demain. Hein. On aura Ferrari. On aura SMCI, pardon. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Ouais, Moderna aussi sur la journée de jeudi. Et Rivian, moi personnellement, qui va m'intéresser. Sony pour finir la semaine, mais peu moins important à titre personnel. D'un point de vue macroéconomique, on aura aussi un certain nombre d'éléments qui seront assez importants. Ça commencera dès demain du côté européen avec les publications des résultats PMI Manufacturing, d'accord, qui sont attendus légèrement en hausse. Sur la journée de mardi, on aura donc les élections présidentielles américaines, enfin qui vont tomber dans la nuit de lundi à mardi pour nous. On aura un discours de Christine Lagarde mardi après-midi, donc à 15h30, et on aura ensuite les résultats des PMI services aux États-Unis, d'accord? Donc une journée évidemment très très importante mardi, on y reviendra tout à l'heure. Mercredi, on aura de nouveau des résultats de PMI en Europe, donc principalement cette fois-ci les PMI services, d'accord? Et du côté américain, on aura uniquement les stocks de pétrole. Jeudi, journée la plus importante de la semaine, on aura en début d'après-midi la décision de la Banque centrale anglaise sur les taux d'intérêt directeurs et l'après-midi du côté américain, les inscriptions hebdomadaires au chômage, avant de finir la journée en beauté avec la décision de la Fed sur ces taux, donc le FOMC suivi comme d'habitude, vous le connaissez, le programme d'un discours et d'une conférence de presse de Jérôme Powell. Et puis vendredi, on terminera la semaine un petit peu plus tranquillement avec pas forcément de gros éléments macroéconomiques à surveiller, même si on aura quand même l'indice Michigan avec les anticipations d'inflation à court terme à 5 ans, les attentes et la confiance des consommateurs qui seront à observer. Ok? Donc voilà un petit peu le gros. On va faire un petit tour sur les actualités de ces derniers jours et après on va tout simplement pouvoir basculer d'un point de vue technique tout simplement sur les classes d'actifs que l'on va surveiller. Alors, sur les actualités de ces derniers jours, pour moi, la principale, c'est tout simplement celle-ci, c'est 21 Shares qui a soumis une demande donc à la SEC pour un ETF sur le XRP. Alors, on en a parlé un petit peu dans la semaine, hein, dans différents lives, et voilà, on se posait la question de savoir sur quel autre crypto on allait pouvoir un ETF. On a parlé de Solana, on a parlé d'XRP, on a parlé de Link. Encore une fois, moi, mon avis là-dessus, c'est que ça serait plus pertinent, je pense, d'avoir des ETF qui regrouperaient les performances des cryptos par secteur. Par exemple, d'avoir un ETF crypto IA. Ou un petit peu comme ce qu'a fait Grayscale en fait. Grayscale a lancé un fonds où ils ont regroupé en fait des cryptos liés à l'intelligence artificielle. Pour moi, ça serait beaucoup plus pertinent que de multiplier en fait plein d'ETF sur plein de cryptos différentes. Pour moi, ça n'a pas énormément d'intérêt. Surtout sur une crypto comme le XRP en plus que moi personnellement j'apprécie vraiment pas tant que ça. Donc je trouve ça un petit peu surprenant, mais il faudra suivre évidemment ces actualités et puis voir aussi forcément si on a d'autres fonds d'investissement qui suivent un petit peu la tendance et qui se mettent à faire ce genre de demande aussi. Autre actualité qui n'en est pas vraiment une, hein, c'est plutôt une data que je tenais à vous partager, une infographie assez sympathique qui en fait met en évidence les principales prévisions de personnalités publiques qu'on a eues depuis un certain nombre de mois maintenant sur les cryptos. Donc on retrouve évidemment Arthur Hayes, le fondateur de BitMEX, on retrouve évidemment Cathie Wood, la fondatrice, CEO d'Ark Invest, Michael Saylor de MicroStrategy, Robert Kiyosaki, enfin bref, vous savez que tout le monde s'y donne à cœur joie sur les prévisions de Bitcoin. Voilà un petit peu, donc on voit que quand même globalement ils ont des prévisions assez bullish, tout naturellement. Alors en tête de proue qui voit Bitcoin à plus d'1 million de dollars d'ici 2030, on a Arthur Hayes à peu près
comme Michael Saylor, enfin non pardon, c'est Michael Saylor qui est en tête en fait, qui lui le voit à 13 millions d'ici 2045, excusez-moi. Et je lui plutôt autour des 750 000 $ d'ici 2026. Je vous invite à me dire un petit peu ce que vous pensez de cette infographie et selon vous, laquelle de ces personnalités publiques a des prévisions les plus... a la prévision, l'analyse la plus pertinente, la plus réaliste possible. Alors après, évidemment, selon l'horizon de temps sur lequel on se positionne, ça va être plus ou moins facile d'être précis. Pour moi, déjà, fixer un top de bull run pour 2025, c'est pas forcément facile, on en a déjà parlé. Mais alors pour 2030 ou 2045, comme l'a fait Michael Saylor, pour moi c'est encore plus compliqué. Moi, à titre personnel, enfin on en a déjà parlé, mais voilà, je suis plutôt d'accord avec, par exemple, monsieur Mark Yusko, qui voit un BTC pour 2025 aux alentours de 150 000 $. Je vous ai déjà donné ma fourchette large. Pour moi, entre 120, 125 on va dire et 175 000 $, voilà, c'est ma fourchette large avec mon scénario pessimiste qui est plutôt du coup 125 logiquement et le scénario optimiste qui serait plutôt à 175 000 $ en top de bull run. D'accord? Donc je vous invite à me dire ce que vous pensez de cette infographie. Voilà, et sur quelle base vous basez. Après, voilà, pour du plus long terme, 2030, même 2045, je trouve ça complètement inutile de faire des prévisions. C'est beaucoup trop compliqué. Ça dépend d'énormément de facteurs en termes d'adoption, en termes de démocratisation. Ça va dépendre aussi évidemment énormément de la régulation de Bitcoin et des cryptos, ça c'est évident. Ça va dépendre aussi énormément de la santé économique mondiale. C'est-à-dire que si on a un dollar qui s'effondre, bah, évidemment que Bitcoin va se valoriser face à lui. À l'inverse, si on a un dollar qui reste fort, ben, peut-être que ça limitera un petit peu la valorisation de Bitcoin face à celui-ci. Donc il y a énormément de paramètres à prendre en compte sur les 5, 10, 15 prochaines années qui rendent pour moi la possibilité d'établir une prévision fixe et précise extrêmement compliquée de ce point de vue-là. Ok? Donc voilà, mais je trouvais ça intéressant de mettre en évidence enfin de vous partager cette infographie parce qu'évidemment c'est pas moi qui l'ai créée, mais voilà, ce qui permet de mettre en évidence les différentes prédictions de personnalités publiques de l'écosystème et pas que, hein, puisqu'on a aussi des personnalités un petit peu plus de la finance tradi qui ont exprimé leurs analyses de ce point de vue-là. Enfin bref. Voilà pour cette partie-là, on va désormais pouvoir se tourner sur la partie marché. On va revenir donc un petit peu sur les tradis justement dont on a parlé tout à l'heure. Donc on l'a dit, le S&P 500 qui a quand même pris une bonne claque cette semaine. D'ailleurs, c'est pas le seul, hein. Naturellement, le Nasdaq, le Dow Jones ont suivi. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, puisque sur le S&P 500, pour moi, il y avait quand même la nécessité, je vous l'avais expliqué, de venir chercher tous ces lots qu'on avait laissés. Je m'attendais pas forcément à ce qu'on aille aussi bas, pour tout vous dire. En tout cas, je vais clairement attendre avant de me repositionner. Je ne vais pas, là aussi, me précipiter. Je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis du fait qu'on va avoir les élections. On peut très très bien avoir un S&P 500 qui viendrait travailler encore un petit peu plus bas. Alors, je pense quand même qu'il faudrait éviter de repasser sous cette zone daily des 5665 points. Parce que derrière, ça pourrait nous amener à un retracement un petit peu plus profond. Ce qui ne serait pas forcément très très bon, mais encore une fois, c'est pas impossible. On a vu que voilà, par moment, le marché a quand même besoin de respirer un petit peu plus loin. En tout cas, si on voit que ce niveau tient bien et qu'on a de belles réactions dessus, ça pourra être une zone de rechargement intéressante pour accompagner la tendance haussière le plus loin possible. Je vous rappelle que c'est toujours la stratégie qu'il faut adopter. On essaye de se positionner sur des replis pour accompagner la tendance le plus loin possible. Là, en l'occurrence, on est sur une tendance primaire sur des grosses unités de temps qui est haussière. Donc, on profite des replis baissiers pour accompagner la tendance primaire qui est donc haussière, je le disais. Le Nasdaq, même chose. Alors voilà, on n'avait pas de position sur le Nasdaq là non plus. Très intéressant. Ça va être très intéressant de voir ce que va faire le Nasdaq. Très clairement, personnellement, je suis baissier. Ok. Là pour moi, les 20 000 points ne vont pas tenir, notamment lorsqu'on regarde la bougie 4 heures qu'on a fait juste ici. Alors dans un premier temps, j'avais fait ce dessin là, mais clairement, je pense pas qu'on remontera aussi haut. Pour moi, voilà, quand on regarde la bougie 4 heures qu'on a juste ici, moi, j'ai clairement envie d'exécuter un trade dans ce sens-là, d'accord? Avec ensuite deux zones très intéressantes qui me plaisent beaucoup sur le NAS. La première qui est juste ici, donc qui représente un lot assez pertinent entre les 0,618 et les 0,5 de Fibo. Et une deuxième zone qui correspond à une belle FVG en H4 dans la zone d'OTE, pardon, ok? Donc voilà, moi je vois clairement le Nasdaq quand même repasser sous les 20 000 points, ce qui serait tout à fait nécessaire. Alors, encore une fois, aller chercher du short ici, ça reste quand même dangereux parce que c'est contre-tendance. Mais sinon, l'autre solution, c'est tout simplement d'attendre
qu'on revienne chercher ces niveaux-là, profiter de ce repli, se repositionner, recharger pour accompagner la tendance plus loin. Toujours et encore le même raisonnement, la même stratégie, la même façon de faire qui fonctionne quand même plutôt bien. D'ailleurs, ça me permet de faire parfaitement la transition avec la stratégie qu'on adopte sur le gold et qui nous a permis de faire un très joli 3 sur 3. Alors, je vous l'accorde, la troisième, ça a été un BE, on n'est pas allé jusqu'au bout du trade, on avait des TP un petit peu plus loin, mais une très très belle série sur le gold où en fait, voilà, à chaque fois, le trade, c'est la même idée. On a un repli significatif sur des zones de confluence intéressantes. Si on a nos confirmations sur des plus petites UT, on exécute notre idée et on profite. Tout simplement, c'est ce qui s'est passé à chaque fois, voilà, sur les 3 derniers trades qu'on a réalisés sur le gold. Alors il y en a certains qui ont été plus ou moins rapides que d'autres. Encore une fois, celui-ci, on a été BE, on n'est pas allé jusqu'au bout, on a sécurisé notre trade et ensuite du coup, on a été clôturé. Il va falloir d'ailleurs être très prudent et très attentif vis-à-vis de ce que va faire le gold cette semaine. Ok, qui a quand même pris une bonne claque lui aussi cette semaine, qui est revenu sur des niveaux assez intéressants. Alors évidemment, là on parlait un petit peu moins de ce qui se passait au Moyen-Orient, mais le résultat des élections présidentielles aux États-Unis va aussi impacter le conflit au Moyen-Orient, hein, puisqu'on sait que les deux candidats en lice actuellement n'ont pas forcément la même politique internationale de ce point de vue-là. Donc il faudra être très sensible à ça. J'ai l'impression que mon TradingView est un petit peu lent ce soir. Et puis du coup, dans la continuité de ce que je disais à l'instant, naturellement, on sera aussi attentif à ce que va faire le cours du pétrole, qui pour le moment est toujours étonnamment calme vis-à-vis de la situation actuelle. Mais voilà, encore une fois, je pense que on n'aura pas, en tout cas pour le moment, d'autres ripostes israéliennes sur les bases de pétrole iraniennes. Donc je pense que c'est pour ça aussi quand même que le cours du pétrole s'est calmé. On avait eu un rebond sur le tout début du mois d'octobre. Malgré tout, je garde quand même plutôt une casquette verte, une réflexion haussière sur le pétrole, puisqu'on est sur des niveaux quand même assez bas, je trouve, en daily. Et voilà, je le verrais bien quand même se revaloriser en direction des 80 points, même si, encore une fois, il y a beaucoup de facteurs géopolitiques qui sont à prendre en compte et qui amènent, encore une fois, quand même beaucoup d'incertitudes de ce point de vue. Sur la partie Forex, donc comme vous le savez, on était acheteur sur euro-dollar, d'accord? Donc on a eu un très très beau rebond depuis notre entrée, ce qui nous a permis jeudi de sécuriser tout simplement notre trade avec un TP partiel et un SL qu'on a remonté à BE. Et on a bien fait, puisque sur la journée de vendredi, l'euro est reparti vers le bas, notamment suite à la réaction haussière du dollar américain, donc avec les news macro dont on a parlé tout à l'heure. Pour autant, pour le moment, je maintiens quand même une réflexion haussière, hein. Ça ne change pas mon biais à moyen terme, avec quand même toujours cet objectif pour moi de venir chercher la zone des 1.1, zone de polarité daily très importante. Je suis toujours acheteur aussi sur l'euro GBP, d'accord, qui a plutôt bien réagi, mais l'euro qui a été là aussi en difficulté sur la fin de semaine face à la livre sterling, tout comme il l'a été face au dollar, comme je viens de vous le dire. Et puis on a aussi toujours l'USD JPY, donc le dollar face au yen japonais en observation. Voilà, vous savez qu'on avait évoqué 2 scénarios possibles, soit on faisait un retest donc de cette polarité daily, ce qui allait probablement ensuite nous amener sur ces niveaux, soit une réintégration bearish, ce qui nous aurait permis éventuellement de passer à la vente, en vente, pour revenir sur le bas du range. Bah écoutez, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que l'ouverture des marchés ce soir va être très très intéressante de ce point de vue-là, enfin cette nuit, et puis évidemment le début de semaine aussi, avec encore une fois, toujours, je me répète, je sais, mais cette question des élections qui va être cruciale pour de toute façon la quasi-totalité des marchés. Et justement pour finir, un petit point sur Bitcoin. Donc je vous avais partagé cette analyse un petit peu plus tôt dans la semaine sur le contrat CME. Hein, je précise ici, on est sur le contrat CME. Avec pour moi la nécessité de revenir travailler en direction des 67 600 $. On avait plusieurs niveaux intéressants à reprendre d'ici là. Avant de repartir vers le haut, et bien pour le moment, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Bitcoin, donc qui est revenu chercher les 67 500, qui est passé juste en dessous les 67 500 $ ces dernières heures. Donc ça va être très intéressant aussi là de voir l'ouverture des marchés cette nuit, demain matin et sur le début de semaine, voir un petit peu comment Bitcoin va se comporter aussi vis-à-vis des élections. J'en profite pour faire une petite aparté à ce sujet-là. C'est la première fois que Bitcoin a autant de poids dans une élection et en plus dans les élections américaines. Et c'est la première fois que des élections présidentielles ont autant d'importance pour Bitcoin. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Ça n'a jamais été aussi important pour les Américains, la question de Bitcoin,
pour choisir leur candidat, et ça n'a jamais été aussi important pour l'écosystème crypto, le choix, enfin le gagnant de ces élections, puisqu'on a quand même deux façons de voir les choses qui s'opposent drastiquement, avec une administration Harris qui sera dans la continuité, si ce n'est pire, de ce qu'a fait Biden en termes de régulation, donc c'est-à-dire restrictive, là où on a par contre un Donald Trump qui a une volonté d'encourager beaucoup plus l'écosystème, de le faire grandir et de faire des États-Unis un hub crypto vraiment important. Ok, donc ça c'est très très important de le noter. En tout cas, la théorie que Théo vous a présentée et dont on a parlé pas mal de fois sur le fait que voilà, à chaque début de mois, enfin chaque fin de mois, on avait un pump et chaque début de mois suivant, on avait un dump se confirme à nouveau, puisqu'on a eu la dernière semaine d'octobre qui a été sensationnelle, comme beaucoup de fins de mois depuis plusieurs mois maintenant, et un début de mois de novembre qui a été tout à fait baissier, comme un certain nombre de débuts de mois qu'on a eu depuis plusieurs mois maintenant. Là, c'est vraiment un schéma qui se répète encore et encore. D'ailleurs, j'ai trouvé une infographie sur Twitter tout à l'heure, il faudra que je vous l'envoie dans le Discord, mais qui met parfaitement ça en évidence. Donc on a une sorte de petit cycle là qui se répète, c'est assez marrant. On a eu du coup la clôture monthly aussi quand même cette semaine. Alors, clôture monthly qui est évidemment belle, hein, on va pas se mentir, même si ça aurait été quand même super intéressant de faire une clôture monthly au-dessus des précédents ATH. Là, ça aurait été vraiment ultra bullish. On n'a pas réussi à le faire. La clôture weekly, elle, qui va s'effectuer ce soir, je vous avoue que par contre, elle est vraiment pas sensationnelle. D'accord? Si on clôture comme ça, c'est quand même pas très très beau. Ok? Mais bon, ça fait partie du jeu. On en a fait d'autres hein, qui étaient pas forcément très belles. Maintenant, c'est vrai que celle-ci, elle est quand même un peu flippante. Voilà. Tant qu'on reste au-dessus des 65-66 000 $, pour moi, il n'y a pas de danger. Ok, si vous voulez mon avis un petit peu sur du daily, pour moi, tant qu'on reste au-dessus des 66-65, il n'y a pas de danger. Ok, c'est même plutôt sain pour le marché, même si encore une fois là aussi, j'aurais quand même préféré qu'on swept le high avant de faire cette phase de correction. Mais c'est trop tard, ça sert à rien d'en reparler. Par contre, si on est amené à revenir travailler sous les 66-65, là c'est un peu plus problématique quand même, et je pense qu'on serait amené du coup à retravailler le bad range, 60 000 et probablement en dessous. Donc voilà, j'espère pas que ça arrivera, mais dans le scénario où Harris serait élu, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on aura. Là où si par contre Trump est élu, je pense qu'on aura simplement un rebond et ensuite on pourra repartir vers le haut. Ok ? Donc ça, ce sera intéressant à voir. Du côté de sa dominance, Bitcoin, elle reste particulièrement haute. Hein. On a dépassé les 60% cette semaine. D'ailleurs, je vous ai expliqué, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que du coup, vu qu'on a atteint déjà les 60% de dominance, qui était un petit peu l'objectif qu'on vous avait identifié depuis un moment maintenant, mais que BTC n'a pas encore cassé ses précédents ATH, ça ne m'étonnerait pas que finalement, on ait une continuation haussière de cette dominance vers les 70-75%. Donc clairement, la alt season, à mon avis, elle n'est pas pour maintenant. Et puis de toute façon, avant même de parler d'alt season, quand on regarde la gueule d'Ether face à BTC, pardonnez-moi, mais c'est absolument horrible. C'est même flippant. Là, on est en train de perdre un support daily, une polarité ultra importante d'Ether face à BTC, qui est encore et toujours plus faible. Enfin, voilà, je vous en avais parlé déjà il y a quelques semaines de ça, je vous avais dit que vraiment ce niveau-là, si on le perdait sur Ether, ça allait être compliqué. Alors, je veux pas être pessimiste, Ether, ça reste un très bon projet, ça reste... Voilà, encore une fois, vous connaissez mon avis là-dessus. Mais les signaux envoyés sont quand même vraiment pas rassurants. Donc, évidemment, c'est un point qu'il faut absolument pas négliger. Aura son heure, mais là, vu la chart, c'est clairement pas pour tout de suite. Alors, évidemment, la correction qu'on a eue sur Bitcoin, elle est quand même... plutôt saine. On a eu pas mal de positions longues qui ont été liquidées sur le marché sur cette fin de semaine, ce qui était pour moi nécessaire parce qu'on a eu quand même un petit peu d'emballement depuis quelques jours et quelques semaines sur le marché avec une accumulation de positions longues quand même assez conséquente. On l'avait vu notamment vis-à-vis du comportement de l'open interest. Après, ça n'a pas été si énorme que ça. Ok, donc on peut très bien continuer de liquider un petit peu plus bas, mais on voit quand même que l'order book s'est bien vidé, notamment sur les futurs. Sur le spot aussi, mais sur les futurs, ça s'est quand même bien calmé. Et puis, petit point rapidos sur les ETF. Donc, à nouveau, on a atteint un pic d'entrée nette d'inflow donc sur les ETF spot Bitcoin. Et je vous l'avais dit, mais à chaque fois qu'on a eu des pics comme ça très importants d'inflow sur les ETF spot Bitcoin, ça a marqué un top de marché. On a eu un petit peu de retracement derrière. Et là, pour le moment, c'est en train de se confirmer. D'ailleurs, vendredi, on a eu des sorties. On a eu des sorties après vraiment plusieurs jours consécutifs d'inflow. On a eu des sorties nettes, alors très légères, hein, ça rien de catastrophique, mais quand même on a fini la semaine dans le rouge de ce point de vue-là du côté des ETF spot Bitcoin.
Donc voilà un petit peu ce qu'il faut retenir là-dessus. Sur les alts, j'ai toujours à peu près la même liste en observation. Je vous ai partagé toutes mes analyses en détail dans le Discord comme d'habitude, donc je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Cette semaine, donc pas mal de contenu, je vous ai partagé le planning des lives. Alors, je vous l'ai expliqué, mais du coup, à partir de maintenant, alors déjà parce qu'il y a les élections, mais aussi parce qu'on va arriver normalement dans la phase de bull run, en plus des lives prévus dans le planning, c'est tout à fait possible que je lance des lives de manière un petit peu plus imprévue, en fait, quand il y a des choses qui se passent, quand il y a de la volatilité, quand il y a des mouvements. Donc voilà, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de lives imprévus à partir de maintenant. Préparez-vous, voilà, je vous tiens au courant, mais ça sera peut-être le cas, notamment du coup dès le début de la semaine là, avec le résultat des élections. Et puis, je termine avec un petit point donc, sur les résultats du mois d'octobre que je vous ai partagé. Donc globalement, un très bon mois, hein, franchement, ça s'est quand même plutôt bien passé. Alors, globalement, le gros des performances quand même du mois a été fait sur la deuxième quinzaine d'octobre. La première avait été relativement compliquée, j'avais pas forcément pris beaucoup de positions. Le peu que j'avais pris n'avait pas forcément été très concluant. Par contre, sur la deuxième quinzaine, alors là, on s'est régalé, notamment sur le gold, hein, on va pas se le mentir, qui nous a quand même permis de faire une grosse partie de ces perfs. Mais voilà, encore une fois, je vous en ai parlé cette semaine, d'où l'importance d'être patient. C'est pas parce que vous avez un début de mois qui est compliqué, ou vous n'avez pas forcément la possibilité de passer beaucoup d'idées à exécution qu'il faut lâcher l'affaire. Des fois, il vous suffira de 2, 3, 4 jours de trade sur tout un mois pour faire vos performances, hein. Ça sert à rien de vouloir tous les jours envoyer du steak. Des fois, il faut savoir être patient, être en retrait et passer à exécution quand vraiment c'est intéressant. Et ça peut être tout à fait suffisant, hein. Faut pas du tout vous prendre la tête là-dessus. Donc voilà, pour ceux qui étaient sur YouTube, on va arriver au terme de cette vidéo. Pour ceux qui sont sur Twitch, ne bougez pas, je vais répondre à toutes vos questions juste après. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et une très très bonne semaine pour ceux qui regardaient la vidéo YouTube. Et comme d'habitude, je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Ciao tout le monde!